Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h37. Est-ce qu'il y a des abus du côté dans les stations essence avec les carburants? Vous avez vu les prix qui ont augmenté. Vous pouvez nous appeler. Les municipales, on va en parler aussi dans un instant. La liberté d'expression. Tiens, je voudrais vous signaler au passage aussi que vous pouvez toujours jouer, évidemment. Si vous voulez gagner une montre connectée au design d'horloger, elle est superbe. C'est la ScanWatch 2 de la marque Wissings. Elle vaut quelques centaines d'euros. Et ben pour ça, vous envoyez Sud au 7 20 18 par SMS, vous avez encore une bonne demi-heure et vous pouvez la gagner. Allez, Natacha Polony et Françoise Degois, la liberté d'expression. On va commencer par ça parce que c'est la une de l'Audace, je l'ai signalé tout à l'heure, qui censure qui. Et Françoise, tiens, est-ce que vous trouvez qu'il y a une censure aujourd'hui, que la liberté d'expression est menacée ou pas? D'abord, je suis ravi de voir que Natacha Polony revient sur de l'écriture et qu'elle est à nouveau, elle l'a jamais quitté, mais c'est très bien de. Non, mais c'est bien. Moi, je ne crois qu'à l'écrit en fait. En réalité, je pense qu'on fait tous de la radio, mais seuls les écrits restent. J'ai écouté avec grand intérêt sa chronique. Je serais d'accord, moi, pour dire que la liberté d'expression, pour moi, s'arrête à ce qui est pénal, c'est-à-dire ce qui est illégal, c'est-à-dire antisémitisme, homophobie, racisme, etc. Après, on part sur des rives dangereuses, en réalité. Quelle que soit l'idéologie qu'on défend, tout le monde connaît mon côté de l'échiquier, mais je ne suis pas gêné par le fait que l'extrême droite existe en France. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme je ne suis pas gêné par le fait que le NPA existe. Je rappelle quand même que dans la charte de lutte ouvrière, vous avez, la révolution du prolétariat et vous avez la dictature du prolétariat qui existe encore. Et on n'a jamais interdit lutte ouvrière. Je pense que ce pays est tellement solide sur sa démocratie que la liberté d'expression doit être totale. La seule règle que je fixe, moi, c'est racisme, antisémitisme, homophobie. Appel à la haine, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc je suis assez d'accord avec Natacha Polony. En revanche, la liberté d'expression ne consiste pas à dire tout ce qu'on veut, de même que la liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est un processus. Et c'est ça, à mon avis, sur lequel il faut insister. La seule vraie régulation, c'est la régulation que nous-mêmes, nous imposons par le sens de la responsabilité, l'exercice du libre arbitre. Nous sommes des citoyens et nous devons avoir conscience que les réseaux sociaux sont un espace public dans lequel nous devons nous retenir d'exprimer nos pulsions. Mais en revanche, voilà, ça s'appuie sur l'éducation, la régulation des pulsions. Voilà. Mais quand on est dans un système qui fait tout, justement, pour favoriser les pulsions, ça ne peut pas marcher. Et donc, ce qui me semble essentiel à comprendre, c'est qu'en fait, le drame, c'est pas de savoir s'il y a des propos qui nous déplaisent sur les réseaux sociaux. Le drame, c'est que nous avons délégué à des entreprises privées étrangères notre espace de discussion. C'est une fois de plus une question de souveraineté, c'est-à-dire que ces entreprises étrangères qui en fait régissent les réseaux sociaux et donc les algorithmes, elles utilisent des algorithmes dans le but de faire du fric. C'est tout. Leur modèle économique est fait pour la dérégulation, l'exacerbation des pulsions, la violence. Donc on ne réglera pas le problème avec des interdits. On réglera le problème en ayant nos propres réseaux sociaux, en maîtrisant les algorithmes et en étant libre. Non, c'est pas un leurre, ça s'appelle de la politique. Ça nécessite d'avoir des politiques qui s'intéressent un tout petit peu à la question de la souveraineté. À la décharge, véritablement, alors on peut quand même le dire d'Emmanuel Macron, je sais qu'il y a un ou deux volets que vous n'avez pas. Moi, le volet de la régulation, en tout cas, des réseaux sociaux et de l'interdiction avant les gens de 15 ans, pour les enfants de moins de 15 ans, ça me va très bien. De la même manière que on parle toujours de l'Europe, mais la réalité, c'est que le Digital Act, c'est quand même un premier pas. Le fait, justement, c'est le contraire. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que je suis en désaccord avec vous. Pardon, mais vous lirez les articles qui expliquent l'histoire du Digital Service Act de l'Union européenne et vous verrez à quel point en fait il y a eu un accord entre l'administration Biden, Emmanuel Macron et la Commission européenne pour
contrôler les réseaux sociaux d'une façon qui en fait confine à la censure, en élargissant le prisme de ce qui doit être interdit, en utilisant des régulations qui sont en dehors de la légalité, c'est-à-dire qu'on force les plateformes à cacher, à masquer certains contenus parce qu'ils déplaisent. Donc c'est justement sur cette question-là que j'ai fait ce dossier pour expliquer que la régulation, quand elle confine à la censure, ça fait gagner Donald Trump et ça fait gagner ceux qui prétendent défendre la liberté d'expression. Écoutez, le Digital Act, c'est Thierry Breton qui l'a initié, il peut être également corrigé. Je pense, moi, que les parlementaires européens ne sont pas des potiches. Je pense que ce texte peut être amendé, ce texte peut revenir. Et je trouve, on dit toujours que l'Europe est inerte. C'est un premier pas. Alors, bien sûr, je suis pas d'accord avec vous. À essayer de tordre le bras aux géants, justement. Obliger Elon Musk, par exemple, à fournir ses algorithmes. C'est très important. Et la législation européenne le permet. Pardon. Justement, j'explique exactement l'inverse. Eh ben voilà, à savoir que ce qu'il faut faire, ce n'est pas réguler des plateformes sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Il faut avoir nos propres plateformes. Or, l'Union européenne, dans son fonctionnement actuel, fait en sorte que nous n'ayons pas de géants industriels, fait en sorte de ne pas protéger nos entreprises. En revanche, elle explique qu'on va réguler et elle régule sur des questions idéologiques. C'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Allez, bon, 0826 300 300. Tiens, il y a Johan qui veut réagir justement et qui vous a entendu pour savoir s'il y a censure ou pas censure et qui censure qui sur la liberté d'expression. Bonjour Johan. Et bonjour mesdames. Johan, pardon. Hein. Pas de souci. Pas de problème. Alors, dites-moi tout. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis partisan du ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Elle s'applique à tous les domaines et sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que je suis un petit peu de ce côté un petit peu du même point de vue que François, c'est-à-dire que ma liberté d'expression va s'arrêter au niveau du pénal d'une part et va s'arrêter évidemment à ne pas aller causer du tort à autrui. C'est ce qui me semble, de bon sens. En revanche, contrairement à ce que disait Natacha, on a déjà essayé des plateformes françaises. Il y a des plateformes qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont tellement peu fréquentées qu'en fait elles sont complètement écartées. Donc en fait c'est pas forcément une solution en soi d'avoir des plateformes souveraines parce que les plateformes notamment américaines ou chinoises sont tellement énormes aujourd'hui qu'elles éclipseraient complètement en fait. Vous travaillez dans la sécurité informatique, je crois justement, Johan. Donc vous connaissez effectivement. Bah oui, mais alors elle va vous répondre en fait. Pour moi la solution alors à long terme, d'abord c'est d'éduquer. C'est de revenir quand même à un certain, ça va faire très prétentieux ce que je dis, mais c'est de revenir quand même à un certain niveau d'intelligence. Je pense que les plateformes contribuent à une certaine abrutisation de la société. Il faut revenir quand même à retravailler sur du bon sens, à retravailler sur l'esprit critique. Et par rapport à votre question autour de la censure, moi, ce qui me pose problème par rapport à ça, c'est qui décide de censurer qui. C'est quel modèle? Non, mais absolument. C'est la question justement une de l'audace sur la ligne. Qui censure qui Natacha, répondez du coup à Johan alors. En fait, nous sommes totalement d'accord, Johan. C'est ce que je disais. Ce qui compte, c'est l'éducation des citoyens, la régulation des pulsions et l'idée que nous sommes des individus autonomes et responsables. Derrière, la question de savoir si on peut avoir des plateformes européenne, c'est en fait beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est permettre l'émergence d'outils numériques qui soient des outils numériques souverains. Or, nous ne faisons absolument pas cela, puisque dans ce domaine-là, comme dans les autres, par exemple le domaine du cloud souverain, qu'on appelle souverain, il ne l'est absolument pas, puisque nous acceptons de laisser en fait nos données à des entreprises. Alors on fait des partenariats entre des entreprises américaines et des entreprises européennes. Ce n'est donc absolument pas souverain. Et tout est comme ça. Donc évidemment que c'est pas par magie maintenant qu'on va faire apparaître un réseau social européen qui va concurrencer des mastodontes. Il est déjà très tard, mais c'est en faisant émerger des acteurs du numérique d'abord, et ensuite on mettra toutes les briques. Ça va prendre très longtemps, mais il faut commencer. Nous poursuivons dans un instant, évidemment. Merci, Johan, évidemment, d'être intervenu pour nous parler de ce sujet autour de la liberté d'expression qui est en une de l'audace, qui est un
bulletin trimestriel, c'est le 2e numéro. Nous continuons avec Natacha Polony, Françoise Degois dans un instant. Est-ce que la guerre va effacer les municipales, en quelque sorte? Évidemment, c'était ce que disait Françoise Degois tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? J'aimerais vous entendre aussi à ce sujet. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 9h-10, Natacha Polony, Françoise Degois avec nous jusqu'à 9h avant la vérité en face tout à l'heure. Je le disais, est-ce qu'on va parler des municipales? Alors localement, on parle évidemment de ces enjeux. Au niveau national, en fait, un peu moins, parce qu'il y a aussi la guerre, hein, bien sûr. Et la guerre, et il y a une autre question d'ailleurs avec les carburants de façon très concrète, c'est-à-dire ça se passe à des milliers de kilomètres ici, puis les factures augmentent évidemment des particuliers avec les carburants. Est-ce que vous avez noté des abus ou pas, vous, Françoise? Non, pas du tout, parce que moi, je fais beaucoup de vélo maintenant. J'ai abandonné mon scooter thermique. Donc, vous n'avez pas de kilomètres à faire. Natacha, vous avez vu? Oui, j'ai vu des disparités absolument gigantesques. En revanche, il y a une chose, c'est que bien sûr que c'est une crise extérieure qui est importée. C'est un nouveau choc pétrolier. Alors, premier point, la question de savoir comment se déroule cette guerre, pourquoi elle est faite, devrait être posée en dehors de toute propagande depuis une semaine. C'est pas le cas et c'est un peu inquiétant. Deuxième point, gouverner, c'est prévoir. C'est justement prévoir les chocs, les risques. Or, nous accumulons depuis quelques années des chocs qui font que l'Europe est en train de renchérir sa facture énergétique et de perdre le peu d'indépendance qu'elle avait. Il faut absolument sortir de cette dépendance maximale sur le plan énergétique qui est en train de ruiner notre industrie, de ruiner notre économie. Sylvain est avec nous au 0826 300 300 du côté d'Avignon pour voir si justement il y a eu des abus. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bon, est-ce que vous avez vu ou pas des abus à la pompe ou pas, ou finalement c'est assez logique? Pour moi, il n'y a pas d'abus à la pompe. Hein. Enfin, c'est très clair. Il y a un abus qui est réel parce que le gasoil qu'on achète à l'heure actuelle en station, il a été acheté au mois de janvier. Et il sort des dépôts à des prix exorbitants, alors que ce gasoil-là, ou ce pétrole, est arrivé au mois de janvier, parce que chaque achat qui se fait à l'heure actuelle, là on achète pour le mois de juin, par exemple. Pour avoir sorti un 38 000 la semaine dernière, donc un 38 000 litres et 38 mètres cubes de gasoil, il est sorti à 1,57 €, alors que 2 jours plus tôt, je l'avais acheté à 1,30 €. Ah oui. Vous travaillez avec les pompistes, Sylvain, hein? Directement avec les dépôts. Avec les dépôts, ouais. Donc en fait, il n'y a pas de... Les stations, je travaille avec les stations tous les jours, elles prennent leur marge habituelle. 3-4 centimes, c'est vraiment très petit ce qu'elles prennent. Mais par contre, je comprends pas l'évolution du prix actuel, étant donné que le baril de pétrole qui est vendu actuellement aujourd'hui à $105, c'est pour des achats du mois de juin. 110 cette nuit, hein, c'est redescendu un peu là. C'est redescendu. Du pétrole qui va arriver au mois de juin. Donc le prix ne devrait pas suivre le baril de pétrole. Donc vous estimez qu'il y a des abus en amont, en quelque sorte, quoi. Hein, pour moi, de toute façon, il y a des spéculateurs. Il y a des spéculateurs, de toute façon, on sait très bien comment fonctionne le marché du pétrole avec les supertankers qui attendent, etc. C'est comme le marché du blé, en réalité. Donc ça, moi, je voudrais dire, je rejoins Natacha, mais peut-être pas dans le même... Mais en tout cas, on va aller sur la pédagogie. Il faut, sur cette guerre-là, j'ai envie de dire, d'utiliser une expression de ma grand-mère, quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est-à-dire que nous sommes engagés, en tout cas, les Américains et les Israéliens se sont engagés dans une guerre. Moi, je pense qu'il faut véritablement en finir avec le régime des mollahs. La réalité, c'est que je ne suis pas certaine véritablement que plus elle dure, plus l'opinion peut suivre. L'opinion, elle est très sensible au fait qu'il faut libérer l'Iran des mollahs. Et l'opinion internationale est très sensible au combat des femmes iraniennes, malgré quelques petits accros de ci, de là, notamment à l'extrême gauche. Donc je veux dire par là que il faut expliquer la nécessité de cette guerre, la manière de la faire, qui est... Voilà, attendez, François, de côté, Sylvain. Mais est-ce que je peux finir une phase, en fait? Non, mais vous avez commencé, il faut être synthétique, Françoise. Allez, Sylvain. L'opinion française, elle, fait plus attention à son portefeuille à l'heure actuelle. Je suis désolé de vous dire. Je suis d'accord avec vous. Qui va sortir à 2,20 €, 2,30 € bientôt la semaine prochaine en station. Je suis d'accord. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de Français qui vont dire:
ok, il y a la guerre, c'est bien, mais derrière, nous, on n'y arrive plus à la fin du mois. C'est pour ça qu'il faut expliciter, c'est pour ça qu'il faut absolument... Il faudrait un débat sur cette guerre, par exemple. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'Emmanuel Macron aurait dû recevoir les chefs de parti, qu'il faudrait un débat à l'Assemblée nationale pédagogique. Chère Françoise, je pense qu'il faut en effet un débat, mais le problème, c'est d'abord qu'il faudrait être d'accord sur un point. Ce régime est épouvantable. Il a massacré sa population. Les femmes iraniennes en particulier ont été d'un courage absolu. Je ne pense pas, pourtant, que ce soit l'objectif ni de Benyamin Netanyahou, ni de Donald Trump de libérer le peuple iranien. Je pense qu'ils ont d'ailleurs des objectifs différents et que ça pose un énorme problème et que cette guerre est profondément dangereuse, qu'elle risque de durer et que, en effet, les classes populaires et les classes moyennes des pays comme la France vont trinquer parce que Benyamin Netanyahou, pour des raisons qu'on peut comprendre, veut venger le 7 octobre. C'est parfaitement respectable, encore que Benyamin Netanyahou ne soit pas, lui, respectable. Deuxième point, Donald Trump, lui, est engagé dans une lutte vis-à-vis de la Chine et est donc en train de torpiller tous les régimes alliés de la Chine. Alors, la question, c'est est-ce que c'est nos intérêts à nous ? Je ne crois pas. Petite provocation du week-end avec Dominique de Villepin. Benjamin Glaise repère effectivement beaucoup de choses, comme chaque matin sur les réseaux sociaux. Et ce sont les réseaux sociaux qui repèrent. Qui repèrent. Vous repérez les repéreurs. C'est ça, oui. Puisqu'il veut faire payer la reconstruction aux États-Unis à Israël. Oui, l'ancien Premier ministre qui veut imposer ce principe, un peu à la manière du tu casses, tu payes de Bruno Retailleau. Lui, il propose le tu détruis, tu répares, un système onusien de réparation de guerre. Écoutez, c'était hier sur BFM. Ma proposition, c'est que désormais, nous devrions prévoir, à travers une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, puisque le Conseil de sécurité est bloqué, un principe de réparation. Tout pays qui s'engage dans une intervention illégitime, illégale, doit payer le prix de la reconstruction de ce qu'il a cassé. On a connu en France, tu casses, tu répares. Eh bien là, tu détruis, tu répares. Et c'est une invitation à expliquer à M. Trump et à M. Netanyahou que ce qu'ils font au Liban, ce qu'ils font au Moyen-Orient, doit avoir des conséquences sonnantes et trébuchantes. Pour Dominique de Villepin, tout pays qui s'engage dans une intervention illégitime et illégale doit payer le prix de la reconstruction. Pas de précision néanmoins sur ce qu'il entend par illégitime et illégal. Dans cette même interview, il a dénoncé par ailleurs la position de la France qui est selon lui en train de rater de coche, de rater l'histoire. Écoutez, Dominique de Villepin peut bien décider depuis 23 ans de vivre sur les dividendes de son discours en 2003 à l'ONU. Je dis que cette proposition n'a pas de sens. En plus de ça, il l'a détruit lui-même en disant que le Conseil de sécurité est bloqué. Vous voulez faire voter une résolution, vous avez un Conseil... Ce qu'il faut réformer, oui, je pense, c'est le Conseil de sécurité, avec les Chinois et les Russes qui signent, qui votent tout le temps de la même manière contre les Américains. Mais la réalité, c'est intangible. Ce qui transperce de Dominique de Villepin, c'est encore une fois son hostilité aux Américains et encore une fois, et je le regrette, son hostilité à Israël. En permanence. Par rapport. Alors, je crois que la question est surtout pas d'être hostile à qui que ce soit, mais nous Européens, avons absolument besoin de défendre le droit international. Pourquoi ? Il ne s'agit pas d'être naïf. Et pour le défendre, il faut être fort. Et le problème, c'est que nous ne sommes ni puissants, ni forts, ni souverains. Mais pourquoi il faut défendre le droit international ? Parce que la loi du plus fort, ça ne marche que quand on est le plus fort. Le jour où on n'est plus le plus fort, on pleure. Donc, je pense que la responsabilité, c'est de défendre un système à peu près régulé que Donald Trump est en train de faire exploser. C'est pas la première fois que les États-Unis s'asseyent sur le droit international et à chaque fois on nous fait le coup, c'est pour aller sauver des populations civiles. Souvenez-vous de la Libye, on nous expliquait qu'on allait sauver Benghazi, que ça allait être formidable. C'est un cauchemar. Merci. On poursuit dans un instant la vérité en face. On va parler aussi des municipales. Je vais tout vous dire parce que nous serons en direct ce soir entre 19h et 20h tous les jours d'ailleurs de la semaine en direct de chez en région sur le terrain et chez un buraliste que nous allons appeler du côté d'Aubagne. Et puis je vous rappelle, la liberté d'expression est-elle menacée ? C'est à la une de l'Audace, le trimestriel de Natacha Polony qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Merci. Dans un instant, la vérité en face.